ce restaurant est beaucoup trop cher pour toi, se moqua ma sœur. J'ai souri et j'ai continué à manger. Quand elle a demandé l'addition, le serveur a dit quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Sa fourchette est tombée par terre. Je suis Clara Bennett, 35 ans, et hier soir, il s'est passé quelque chose dont j'attendais d'être témoin depuis plus d'une décennie. Tandis que ma sœur aînée se moquait de mon budget limité, je me suis contenté de sourire et de continuer à savourer mon plat principal. Toute ma vie, j'ai été la fille oubliée, celle qui ne méritait ni attention ni reconnaissance. Mais maintenant, après des années de travail acharné, j'ai enfin eu mon moment. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas lancé de pique. Je n'ai même pas pris la peine de corriger ces suppositions. J'ai juste attendu. Et quand le serveur s'est approché en fin de soirée, tout a changé en un instant. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement invisible au sein de votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour savoir ce qui s'est passé ensuite. Le fait d'avoir été ignoré toute sa vie vous confère un super pouvoir. Vous devenez invisible par choix. Vous apprenez à observer, à attendre, à laisser les gens vous montrer exactement qui ils sont sans aucune interférence de votre part. Et la nuit dernière, ma chère sœur Elena a donné la performance de sa vie. Mais laissez-moi remonter un peu le temps, car cette histoire commence bien avant ce restaurant. Elle commence dans une petite ville où j'ai appris qu'être la sœur cadette signifiait être un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elena a toujours été la star, la fille parfaite qui obtenait les meilleures notes, les meilleurs vêtements, le meilleur de tout. J'étais juste là, comme un meuble qui avait occasionnellement besoin d'être nourri. Mes parents, que leur cœur soit béni, n'ont jamais essayé de cacher leur favoritisme. Papa rayonnait de fierté en parlant des réalisations d'Elena pendant que je restais assise comme une plante en pot qui avait appris à hocher la tête aux moments opportuns. Maman passait des heures à aider Elena avec ses devoirs tout en me disant de me débrouiller seule parce que j'étais si indépendante. Traduction, nous sommes trop occupés à investir dans notre vraie fille pour nous soucier de toi. Indépendante. C'était leur mot de code pour ignorer. Mais vous savez quoi? Parfois, la meilleure revanche n'est pas un plat qui se mange froid. Parfois, elle est servie à la bonne température avec un accord mets-vin parfait et une pincée de justice poétique. Parfois, c'est regarder quelqu'un réaliser qu'il était assis dans votre royaume tout en vous disant que vous n'avez rien à faire près de la royauté. Vous voyez, pendant qu'Elena vivait son fantasme d'enfant en or, recevant tout sur un plateau d'argent, je construisais tranquillement quelque chose qu'elle n'a jamais vu venir. J'apprenais que les gens qui vous sous-estiment vous offrent le plus grand des cadeaux, l'effet de surprise. Chaque commentaire méprisant, chaque fois qu'ils oubliaient de m'inclure, chaque moment où ils me faisaient sentir petite, je prenais des notes. Des notes mentales qui me serviraient bien plus tard. L'ironie est belle quand on y pense. Ils ont passé tellement de temps à me dire que je n'étais pas assez bien qu'ils n'ont jamais pris la peine de regarder ce que je devenais. Pendant qu'ils étaient occupés à célébrer le chemin prévisible d'Elena dans le monde de l'entreprise américaine, je créais quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Quelque chose qui finirait par les laisser bouche bée et faire s'effondrer leurs hypothèses. Et hier soir, après 35 ans à être traité comme la déception de la famille, j'ai enfin pu utiliser ce cadeau. Le regard d'Elena quand elle a réalisé qui j'étais vraiment, inestimable. Absolument inestimable. C'était comme regarder quelqu'un se rendre compte qu'il avait insulté la royauté alors qu'il était assis dans le palais royal. Mais je m'avance encore. Vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là, car ce n'est pas seulement l'histoire d'un restaurant. C'est l'histoire de ce qui se passe quand l'outsider cesse d'essayer de se prouver aux gens qui ne la verront jamais de toute façon et commence simplement à être elle-même. C'est l'histoire de ce qui se passe quand vous arrêtez de mendier des miettes et commencez à cuire votre propre pain. C'est l'histoire du goût doux et sucré du succès qui vient non pas de la vengeance, mais de la réalisation de tout ce qu'il disait que vous ne seriez jamais. Alors, attachez votre ceinture, car ce voyage a plus de rebondissements qu'une usine de bretzel. Et chaque instant en valait la peine. Grandir dans l'ombre de ma sœur aînée, Elena, c'était comme vivre dans une éclipse permanente. Elle était la première-née parfaite, l'enfant en or qui a toujours eu le meilleur de tout ce que notre famille avait à offrir. Tandis qu'Elena recevait des cadeaux coûteux, des fêtes élaborées et un soutien financier pour tous ses rêves, je vivais des restes, des vêtements de seconde main, des vœux d'anniversaire expédiés et un silence complet sur mes propres aspirations.
La différence de traitement était si évidente que même les amis de la famille la commentaient. Ne pensez-vous pas que Clara mérite son tour, se souvint Madame Henderson d'à côté une fois, lorsque mes parents ont acheté une voiture à Helena pour ses 16 ans. Ma mère a juste ri. Clara comprend qu'elle doit attendre son tour. Mais mon tour n'est jamais venu. C'était comme être dans une file d'attente pour une attraction qui avait été définitivement fermée, mais personne n'avait pris la peine de vous le dire. Mon père, un directeur de banque respecté dans notre petite ville, n'a jamais caché sa fierté pour la carrière d'Helena dans le monde de la finance. Elle suit mes traces, disait-il constamment lors des dîners de famille, sa poitrine se gonflant comme un paon faisant la roue. Quand j'ai exprimé mon intérêt pour les arts culinaires à 16 ans, j'ai entendu de sa part, la cuisine est un hobby, pas une carrière. Ma mère, une professeure de lycée, partageait la même vision, car apparemment, dans leur monde, la créativité n'était qu'une phase mignonne dont on se lassait, comme croire au Père Noël ou penser qu'on pouvait être tout ce qu'on voulait. Ce qui faisait le plus mal n'était pas le rejet en soi, mais la manière désinvolte dont il était exprimé. Comme s'il discutait du temps qu'il faisait. Nous devons d'abord investir dans l'avenir d'Helena, expliquait-il avec la patience de saint parlant à un enfant particulièrement lent. Elle est déjà à l'université. Elle a besoin de notre soutien pour s'établir. Quand ce sera ton tour, nous verrons ce que nous pouvons faire. L'expression « nous verrons » est devenue la bande-son de mon enfance. Nous verrons pour ta fête d'anniversaire. Nous verrons pour ce voyage scolaire. Nous verrons pour tes rêves. La logique était simple dans leur esprit. Pourquoi gaspiller des ressources pour une carrière incertaine comme la gastronomie alors qu'ils pouvaient garantir qu'au moins une fille réussirait dans le monde de l'entreprise qu'ils comprenaient et valorisaient? Cela a parfaitement du sens, n'est-ce pas? Eh bien, si vous vivez dans les années 1950 et pensez que la créativité est quelque chose que seules les personnes instables poursuivent. Clara a toujours été indépendante. Elle se débrouille bien seule, disait-il quand quelqu'un remettait en question la différence évidente de traitement. Et c'est devenu l'histoire qu'ils ont racontée si souvent que même moi j'ai commencé à y croire. Parce que si vous entendez quelque chose assez de fois, cela devient votre vérité, que vous l'aimiez ou non. Je suis devenu l'enfant facile, celle qui n'avait pas besoin d'attention, celle qui pouvait gérer la déception avec grâce. Je me souviens d'un Noël où Helena a reçu un appareil photo professionnel qu'elle désirait, tandis que je recevais un livre de cuisine basique du rayon des soldes. Les étiquettes de prix étaient toujours sur les deux cadeaux. Le cadeau d'Helena valait plus que ce que je verrais comme argent de poche pendant une année entière. Mais quand j'ai eu l'air déçu, mon père a eu l'audace de dire, au moins, tu as eu quelque chose de pratique qui correspond à tes intérêts. Comme si le fait que ce soit lié à la nourriture compensait le fait que c'était clairement une idée de dernière minute. Quand j'ai finalement obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, il n'y a pas eu de voiture, pas de célébration parce que mes parents étaient trop occupés à payer la fête de remise de diplôme universitaire d'Helena. Et quand j'ai réussi à entrer à l'école de cuisine, encore une fois, j'ai entendu qu'il n'y avait aucun moyen de m'aider. Après tout, Helena était sur le point de se marier, et les finances familiales avaient déjà leur destination tracée. J'ai passé mon 18e anniversaire à manger du gâteau seul dans ma chambre pendant que mes parents discutaient des plans de mariage d'Helena en bas. Le gâteau était acheté en magasin, générique. Les bougies étaient des restes de sa dernière fête d'anniversaire. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse en me regardant dans le miroir de ma chambre. Je ne passerai pas ma vie à mendier des miettes de leur table. Je bâtirai mon propre putain de restaurant. J'ai continué à essayer de gagner leur approbation comme une sorte de masochiste émotionnel qui ne comprenait rien. Je rendais visite à mes parents à chaque fête, aidais aux réunions de famille et apportais toujours de petits cadeaux faits main qui finissaient oubliés dans un tiroir. J'appelais chaque semaine pour prendre des nouvelles de tout le monde, même si je recevais rarement le même traitement en retour. C'était comme être dans une relation à sens unique avec une famille entière. Pendant la planification du mariage d'Helena, je me suis jeté à corps perdu pour aider avec un enthousiasme qui me fait maintenant grincer des dents. J'ai passé des semaines à aider aux préparatifs, restant éveillé tard pour assembler les arrangements floraux qu'elle avait choisis, même si je travaillais 2 emplois pour payer mes factures. Pendant la réception, je suis resté dans la cuisine pour m'assurer que tout était parfait pour le grand jour de ma sœur. Car Dieu sait que quelqu'un devait s'assurer que le jour spécial de la princesse Helena se déroulerait sans accroc. Le mariage lui-même fut une leçon magistrale sur la dynamique familiale. J'ai vu mes parents rayonner de fierté alors qu'Helena remontait l'allée dans une robe qui coûtait plus que toute ma garde-robe. J'ai aidé à coordonner avec les traiteurs,
j'ai arrangé les détails de dernière minute et je me suis assuré que chaque invité se sente le bienvenu. Mais quand est venu le temps des photos de famille, j'ai été relégué au dernier rang, partiellement caché derrière un cousin que je connaissais à peine. « Clara, pourrais-tu servir d'autres verres de champagne ?» me demanda ma mère pendant que je regardais tout le monde s'amuser à la fête que j'avais aidé à organiser. Je jure que j'aurais pu porter un t-shirt de stagiaire non rémunéré et personne n'aurait remarqué l'ironie. Même au mariage de ma sœur, je n'étais encore que laide. Pendant le toast, mon père a parlé pendant 20 minutes de l'avenir radieux du couple, mentionnant à quel point il était fier de la fille qui avait toujours été sa fierté. Il a parlé des réalisations d'Elena, de son avenir radieux, de son merveilleux mari. Il a parlé des traditions familiales et de l'héritage. J'ai juste souri et levé mon verre, invisible comme toujours. Sérieusement, j'aurais pu être un fantôme et obtenir plus de reconnaissance. Ne vous inquiétez pas pour Clara, a dit ma mère à l'organisatrice du mariage quand on lui a demandé où je devais m'asseoir pour le dîner formel. Elle peut s'asseoir n'importe où. Elle comprend. Et j'ai compris. J'ai compris que j'essayais de gagner une place à une table qui ne serait jamais la mienne. J'ai compris que peu importe à quel point j'aidais, à quel point je donnais, à quel point j'essayais d'être la fille parfaite, je serais toujours le personnage secondaire de leur histoire. Le plus triste, c'est que j'ai gardé une photo de ce mariage sur ma commode pendant des années. Non pas parce que c'était un souvenir heureux, mais parce que c'était la seule photo de famille où j'étais réellement dans le cadre, même si j'étais flou à l'arrière-plan. Parlons de symbolisme, n'est-ce pas? Même sur les photos, j'étais une idée de dernière minute. Après le mariage, je restais éveillé, me demandant ce que je devais faire pour compter. Obtenir un doctorat, guérir le cancer, inventer le voyage dans le temps, gagner à la loterie et leur acheter une maison. Parce qu'apparemment, être un être humain décent qui se présentait à chaque événement familial et aider en tout n'était pas suffisant. C'est là que j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Le problème n'était pas moi. Je n'ai jamais été le problème. Le problème était que j'essayais de tirer de l'eau d'une pierre, de l'amour de personnes qui avaient déjà décidé que je ne valais pas leur investissement. Je mendiais la reconnaissance de personnes qui avaient choisi leur favorite bien avant que je ne comprenne que le jeu était truqué. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille? Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà été la pensée après coup dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Finalement, j'ai appris à ne plus rien attendre d'eux, mais c'était une leçon qui s'accompagnait de son propre genre de chagrin. Pendant ces années entre le lycée et mon départ de la maison, j'ai suivi tous les cours de cuisine que je pouvais me permettre au collège communautaire local, travaillant à temps partiel pour les payer pendant que mes parents se concentraient entièrement sur la trajectoire de carrière d'Elena. Je travaillais dans un restaurant local le week-end, apprenant les compétences de base en cuisine pendant qu'Elena profitait de son expérience universitaire aux frais de mes parents. Ces cours de cuisine au collège communautaire sont devenus mon sanctuaire. Dans cette petite cuisine vieillotte avec ses fours capricieux et son équipement dépareillé, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais expérimenté à la maison, la reconnaissance de mes véritables capacités. Le chef Rodriguez, l'instructeur, était un homme bourru d'une 60aine d'années qui avait travaillé dans des cuisines de restaurants toute sa vie. Il ne se souciait pas de la dynamique familiale ni du favoritisme. Il se souciait de savoir si vous pouviez correctement couper un oignon en des pleurés. Et si vous compreniez que la cuisine était autant de technique que de cœur. Tu as de bons instincts, Clara, m'a-t-il dit après que j'eusse réussi à préparer une sauce complexe qui avait dérouté la moitié de la classe. Ne laisse personne te dire que ce n'est pas une vraie carrière. J'ai vu des avocats qui ne savent même pas faire bouillir de l'eau correctement. C'était la première fois qu'un adulte validait mon choix. Et je me suis accroché à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Et c'est avec cette base, une valise, de l'argent soigneusement économisé et beaucoup de courage que j'ai quitté ma ville natale pour New York, à la recherche d'un nouveau départ. J'avais 25 ans et j'étais déterminé à prouver ma valeur. À moi-même, plus à eux. Les adieux furent aussi silencieux que mon existence dans cette maison. J'ai annoncé à mes parents lors d'un dîner dominical que je déménageais. Mon père a hoché la tête distraitement en regardant le match à la télévision. Ma mère m'a demandé si j'étais sûr, mais avant que je puisse répondre, Elena a appelé pour parler de son nouveau travail, et la conversation sur mon départ a été oubliée, parce que bien sûr, elle l'a été. J'aurais pu annoncer que je rejoignais le cirque et obtenir le même niveau d'attention. La veille de mon départ, je me suis assise dans ma chambre d'enfant, entourée de cartons, ressentant un mélange d'excitation et de terreur.
J'étais sur le point de déménager dans l'une des villes les plus chères du monde avec à peine assez d'argent pour survivre le premier mois. Mais pour la première fois de ma vie, je choisissais ma propre voie. Personne ne me disait que c'était irréaliste ou impraticable. Personne ne me comparait à Elena ni ne suggérait que je devrais trouver quelque chose de plus stable. Le jour de mon départ, j'ai laissé une note sur le réfrigérateur, je pars à New York pour tenter d'obtenir une place à l'école de cuisine. J'appellerai une fois arrivé. Personne n'a appelé pour vérifier si j'étais arrivé en toute sécurité. Ni le premier jour, ni la première semaine, ni jamais. Le silence en disait long sur l'importance de ma présence pour eux. Là-bas, je partageais un minuscule appartement dans le Queens avec 3 inconnus qui sont devenus plus une famille pour moi que ma vraie famille ne l'a jamais été. J'ai commencé comme plongeuse dans un restaurant animé du Lower East Side. L'appartement était à peine plus grand que ma chambre d'enfant, et je le partageais avec Maria, une danseuse de Porto Rico, Jennifer, une aspirante actrice de l'Ohio, et Sam, un étudiant en art du Vermont. Nous poursuivions tous des rêves que nos familles ne comprenaient pas, et nous avons formé un lien qui m'a soutenu pendant ces premiers mois difficiles. Les nuits étaient longues et mes mains devenaient rouges et douloureuses à cause de l'exposition constante à l'eau chaude et aux détergents agressifs. Mais pour la première fois, j'ai eu l'impression de construire quelque chose qui m'appartenait. Chaque plat que je lavais était un pas de plus vers mon objectif. Chaque service que je terminais était la preuve que je pouvais survivre seul. La cuisine était brutale, chaude, bruyante et impitoyable. Mais elle était honnête d'une manière que ma famille n'a jamais été. En cuisine, vos compétences parlaient d'elles-mêmes. Personne ne se souciait de votre nom de famille ou si papa avait des relations. Soit vous saviez cuisiner, soit vous ne saviez pas. Soit vous aviez l'endurance pour le travail, soit vous ne l'aviez pas. C'était une pure méritocratie et je m'épanouissais dans cet environnement. En silence et sans soutien, j'ai gravi les échelons de chaque poste de cuisine, de plongeuse à commis de cuisine, puis à chef de partie, jusqu'à être embauché par un hôtel en tant que membre de l'équipe principale. Chaque promotion était une petite victoire contre tous ceux qui avaient douté de moi. Mon talent s'est développé en même temps que ma confiance et mes plats ont commencé à attirer l'attention des clients et des critiques. Le chemin n'a pas été facile. Il y a eu des nuits où je rentrais chez moi dans mon appartement partagé avec des brûlures sur les bras et des coupures aux doigts, me demandant si j'avais commis une terrible erreur. La culture de la cuisine était dure, surtout pour les femmes. Je devais faire mes preuves 2 fois plus que mes collègues masculins, et je devais le faire en gagnant à peine de quoi couvrir le loyer et les nouilles instantanées. Je me souviens d'une semaine particulièrement brutale où je travaillais comme chef de partie dans un restaurant très fréquenté de Midtown. Le chef était un homme colérique qui croyait à l'enseignement par l'humiliation. Il m'avait jeté une assiette à la tête parce que j'avais légèrement trop cuit un morceau de poisson, criant que j'étais une bonne à rien et que je ne ferais jamais carrière dans cette industrie. Je me suis enfermé dans le placard de la réserve après et j'ai pleuré pendant 10 minutes, remettant en question tout ce que j'avais sacrifié pour en arriver là. Mais ensuite, j'ai repensé à ma conversation avec le chef Rodriguez, à la façon dont il avait cru en mes instincts. J'ai pensé à ma famille à la maison, probablement même pas en train de se demander comment j'allais. J'ai séché mes larmes, je suis retourné dans cette cuisine et j'ai préparé le meilleur plat de poisson de ma carrière. Le même chef qui m'avait humilié 1 heure plus tôt a admis à contre-cœur que c'était acceptable. Dans ce monde, acceptable de sa part équivalait à une ovation debout. À 27 ans, j'ai été promue assistante de cuisine après avoir remplacé une collègue malade et impressionné le chef par ma technique au couteau. À 29 ans, j'étais déjà chef de partie, responsable du poste froid. Chaque étape était petite mais ferme, bâtie sur le travail acharné et la détermination, pas sur les relations familiales ou les opportunités héritées. Quand je suis devenu chef du restaurant de l'hôtel, ma vie a finalement eu le goût de la victoire. C'est à cet hôtel que j'ai rencontré le chef Marcus, un vétéran de l'industrie qui a reconnu en moi quelque chose que je ne voyais même pas clairement moi-même. Il n'était pas seulement mon patron. C'était un mentor qui m'a autant appris sur la cuisine que sur la confiance en soi et le leadership. Marcus était tout ce que j'avais espéré trouver dans le monde culinaire. Talentueux, exigeant, mais juste. Il avait été formé à Paris par certains des chefs les plus exigeants du monde, et il a apporté cette discipline à notre cuisine. Mais contrairement au tyran sous lequel j'avais travaillé auparavant, Marcus croyait à l'épanouissement des gens plutôt qu'à leur démolition. « Tu as quelque chose qui ne s'apprend pas, Clara » m'a-t-il dit un soir après le service en goûtant un nouveau dessert que j'avais créé. « Tu racontes des histoires à travers la nourriture.
C'est rare. Venant d'un homme qui avait travaillé aux côtés de lauréats du prix James Beard et de chefs étoilés Michelin, ces mots signifiaient tout pour moi. Marcus m'a encouragé à expérimenter, à prendre des risques, à trouver ma propre voie culinaire. Il n'a pas fait le travail pour moi, n'a jamais offert de raccourcis ou de faveurs spéciales, mais il m'a donné quelque chose de bien plus précieux, une reconnaissance sincère de mon talent et l'espace pour le développer. Sous sa direction, j'ai commencé à développer le style signature qui définirait plus tard mon propre restaurant. Votre sauce est parfaite. Je n'ai jamais goûté quelque chose de pareil, a commenté un critique culinaire influent qui a visité le restaurant. Cette critique positive a été publiée dans le magazine Food & Wine. Et soudain, les gens voulaient rencontrer la chef Clara. Pour la première fois de ma vie, des inconnus étaient plus intéressés par mon histoire que ma propre famille ne l'avait jamais été. Mais à la maison, j'étais toujours juste la fille cadette qui travaille dans un restaurant. Le décalage était presque comique. J'étais cité dans des publications majeures tandis que ma mère me demandait encore quand j'allais trouver un vrai travail. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si douloureuse. Lors d'une courte visite dans ma ville natale, j'ai apporté quelques pâtisseries que j'avais créées spécialement pour l'occasion. Mon père les a goûtées distraitement et a dit, « Très bon. Tu as toujours eu un don pour la cuisine. Dommage que tu n'aies pas suivi une vraie carrière comme ta sœur. » J'ai littéralement mordu ma langue pour ne pas éclater de rire. Une vraie carrière, n'est-ce pas? Parce qu'apparemment, nourrir l'âme des gens n'était pas aussi vrai que de brasser leur argent. Cette nuit-là, j'ai pleuré silencieusement dans ma vieille chambre qui servait maintenant de débarras pour les choses dont personne ne voulait. Mais le lendemain matin, je suis retourné à New York avec une détermination renouvelée. Si ma famille ne pouvait pas voir ma valeur, le monde la verrait. Ma présence sur les réseaux sociaux était simple. Des photos de plats magnifiquement dressés et de mes animaux de compagnie sauvés. Pas de selfies, pas de déclaration de succès. Je ne me vantais jamais de mes progrès. Peut-être parce qu'une partie de moi cherchait encore l'approbation de toutes les mauvaises manières. Ou peut-être parce que j'avais appris que les personnes vraiment confiantes n'ont pas besoin d'annoncer leur confiance toutes les 5 minutes. Le fait de grandir invisible, c'est que l'on apprend à laisser son travail parler de lui-même. Pendant qu'Elena publiait constamment des messages sur ses promotions et ses réalisations, je documentais tranquillement mon parcours culinaire. Mes abonnés Instagram étaient des chefs, des amateurs de cuisine et des professionnels de l'industrie qui appréciaient l'art plus que l'autopromotion. C'était une communauté petite mais engagée qui comprenait réellement ce qu'elle regardait. J'avais sauvé 2 chats des rues de New York, Shadow et Whisker, qui sont devenus mes colocataires quand j'ai finalement emménagé dans mon propre studio après m'être établi financièrement. Ils étaient ma famille maintenant, me saluant après de longues journées de travail avec des ronronnements au lieu de critiques. Shadow, un chat noir avec une patte blanche, avait été trouvé blessé dans une ruelle derrière le restaurant. Whisker, un tabby orange, avait été abandonné devant mon immeuble. Prendre soin d'eux m'a appris l'amour inconditionnel, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté dans ma maison d'enfance. À ce moment-là, j'ai reçu une proposition qui allait changer ma vie, devenir chef cuisinière de l'un des restaurants les plus prestigieux de Manhattan. Le salaire était significativement plus élevé que ce que je gagnais et mon nom serait affiché à l'entrée. Enfin, une validation de la part de personnes qui comprenaient réellement ce que cela signifiait. Le processus d'entretien fut intense. Je devais préparer un menu dégustation de 5 plats pour le propriétaire du restaurant et l'équipe de direction. J'ai passé des semaines à planifier, à tester des recettes, à trouver les ingrédients parfaits. La veille de l'entretien, j'ai à peine dormi, repassant chaque plat dans mon esprit, remettant en question chaque décision. Mais quand je suis entré dans cette cuisine et que j'ai commencé à cuisiner, tout a semblé juste. C'était ce que j'étais censé faire. Nous voulons que vous apportiez votre vision unique à notre menu, a dit le propriétaire après avoir goûté ma cuisine. Votre cuisine raconte des histoires que personne d'autre ne peut raconter. C'est drôle comme des étrangers pouvaient voir ce que ma propre famille ne voyait pas, n'est-ce pas? Ces gens qui n'avaient aucune obligation de se soucier de moi ont reconnu quelque chose de précieux que mes propres proches avaient rejeté pendant des années. Le jour même où j'ai reçu l'offre d'emploi, j'ai reçu un message de ma mère. Elena a été promue vice-présidente de la banque. Nous organisons une fête surprise. Peux-tu envoyer un cadeau? Je sais que tu ne peux pas venir car tu es occupé avec ton travail au restaurant. Travail au restaurant? Comme si j'étais encore en train de préparer des plats à la va-vite dans un petit restaurant quelque part.
Le mépris désinvolte m'a blessé, mais cela a aussi clarifié quelque chose pour moi. Ma famille n'a jamais cherché d'informations sur ma carrière. N'a jamais demandé de détails sur le restaurant où je travaillais. N'a jamais posé de questions quand j'ai brièvement mentionné une critique positive ou un nouveau poste. La vérité est que les gens ne voient que ce qu'ils s'attendent à voir, et ils s'attendaient à ce que je sois juste une autre chef de parti. C'est ainsi qu'ils me voyaient. J'ai répondu que j'enverrais quelque chose de spécial, et je l'ai fait. Un ensemble de verres en cristal coûteux qui rendrait toute célébration plus élégante. Sur la carte, j'ai écrit simplement « Félicitations, Elena ». Avec amour, Clara. J'ai choisi ces verres avec soin, sachant qu'ils feraient de belles photos pour les inévitables publications d'Elena sur les réseaux sociaux concernant sa vie parfaite. Personne ne m'a remercié pour le cadeau, mais quelques semaines plus tard, j'ai vu une photo sur Facebook de ma mère. Elena tenant les verres lors d'un toast avec la légende « Utilisation du magnifique cadeau de ma sœur qui n'a malheureusement pas pu être là ». Pas de nom, pas de reconnaissance, pas de statut. Dans leur imagination, j'étais juste la fille qui ne pouvait pas réussir comme sa sœur. Peu savaient que j'étais sur le point de devenir tout ce qu'ils pensaient que je ne serais jamais. L'ironie ne m'a pas échappé. J'achetais des cadeaux avec de l'argent gagné grâce à une carrière qu'ils ne pensaient pas exister, célébrant des réalisations qu'ils n'auraient jamais reconnues. Mais bon, au moins le champagne avait l'air bon dans ces verres. Et quelque part au fond de moi, je savais qu'un jour la vérité éclaterait. Je devais juste être patiente. Le plus grand tournant est arrivé lorsque j'ai ouvert mon propre restaurant, moderne et sophistiqué, qui est rapidement devenu une référence dans la ville. Pourtant, j'ai maintenu mon profil bas. Je ne cachais pas ce que je faisais. Je n'étais juste pas remarqué par les personnes qui auraient dû compter le plus. Ouvrir mon propre restaurant fut la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite. J'ai trouvé un petit espace à Greenwich Village qui avait été un bistrot en faillite. Le loyer était astronomique. La cuisine avait besoin d'une rénovation complète, et j'étais déterminé à faire en sorte que cela fonctionne. Mon restaurant, Essence, a ouvert ses portes dans un espace intime pouvant accueillir 42 personnes. J'ai créé un menu inspiré des 4 saisons, où chaque plat capturait l'essence d'un moment spécifique de l'année. La légèreté du printemps avec des légumes frais et des herbes aromatiques, l'intensité de l'été avec des fruits vibrants, le confort de l'automne avec des racines et des épices, et la chaleur de l'hiver avec des bouillons riches et des techniques lentes. C'était ma façon de montrer comment la vie, comme les saisons, traverse des cycles de renouveau. Les semaines précédant l'ouverture furent un pur chaos. Je travaillais 18 heures par jour, formais le personnel, testais des recettes et essayais de gérer le million de détails qui entrent en jeu lors du lancement d'un restaurant. J'avais embauché une petite équipe de cuisiniers talentueux qui croyaient en ma vision, y compris Sophia, une jeune sous-chef qui me rappelait moi-même à mes débuts. La voir travailler avec la même passion que moi me donnait l'espoir que je construisais quelque chose de significatif. La soirée d'ouverture fut terrifiante. Je me tenais dans la cuisine, regardant les premiers clients franchir la porte, me demandant si quelqu'un viendrait réellement. Mais ils sont venus, et ils sont restés, et ils ont adoré la nourriture. À la fin du premier mois, nous prenions des réservations 2 semaines à l'avance. 3 mois après l'ouverture, le New York Times a publié une page entière de critiques qualifiant Essence de révélation de l'année et moi, de nouvelle star de la gastronomie new-yorkaise. J'ai appris l'existence de la critique par Sophia, qui a fait irruption dans la cuisine, agitant son téléphone et criant. Je l'ai lu 3 fois avant de croire que c'était réel. Les réservations sont passées de 100 réservations acceptées à une liste d'attente de 3 mois du jour au lendemain. Je suis passé d'inconnu à incontournable plus vite que vous ne pourriez dire, prix James Beard. Le jour de la publication de la critique, j'ai appelé chez moi pour partager la nouvelle. Mais d'abord, j'ai reçu un message du chef Marcus. Tellement fier de toi, Clara. Tu mérites chaque mot de cette critique. La reconnaissance de mon mentor signifiait tout. Lors d'un appel téléphonique de routine à la maison, j'ai tenté une fois de plus de partager ma réussite avec ma famille. Maman, j'ai des nouvelles du travail. Chérie, je peux te rappeler? Elena est là, elle montre des photos de la nouvelle maison de plage qu'ils ont achetée. Tu ne croiras pas la taille du Porsche. Après ce jour-là, j'ai cessé d'essayer. Non pas par colère ou ressentiment, mais parce que j'avais enfin compris. Mon succès n'avait pas besoin de leur validation pour être réel. J'étais comme un arbre qui tombe dans la forêt.
ce n'est pas parce qu'il n'était pas là pour l'entendre que cela ne faisait pas de bruit. L'industrie de la restauration, elle, l'a remarqué. Food & Wine Magazine m'a consacré dans son numéro étoile montante. La James Beard Foundation m'a invité à cuisiner à son gala annuel. Des chefs célèbres ont commencé à me suivre sur les réseaux sociaux et à demander des collaborations. Mon téléphone sonnait constamment avec des opportunités que ma famille ne connaîtrait jamais parce qu'elle n'avait jamais demandé. J'ai commencé à tenir un décompte mental. Chaque distinction, chaque critique, chaque moment de reconnaissance, non pas pour la vengeance, mais pour la preuve. La preuve que je valais quelque chose, même si les personnes qui étaient censées le voir en premier étaient aveugles. Chaque succès était une petite victoire contre tous ceux qui m'avaient toujours exclu. Selon vous, que s'est-il passé ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires. J'adore voir si vous pouvez deviner où cela va nous mener. Puis un jour, Elena m'a envoyé un message. Elle serait à New York pour une conférence et avait décidé de dîner avec moi. Avec mon calme habituel, j'ai suggéré un restaurant. Mon restaurant. Elena a accepté sans même faire de recherche, car pourquoi l'aurait-elle fait? Dans son esprit, je suggérais probablement un petit trou à rats que je pouvais à peine me permettre. Lire son message a fait battre mon cœur. Après toutes ces années, Elena voulait dîner avec moi. Une partie de moi se demandait si elle avait enfin entendu parler de mon succès, mais une autre partie soupçonnait que ce n'était qu'une autre occasion pour elle de me rappeler à quel point sa vie était meilleure que la mienne. Quoi qu'il en soit, je savais que ce dîner serait significatif. J'ai passé des jours à planifier chaque détail. Je suis arrivé tôt et j'ai demandé à mon personnel de me traiter comme n'importe quel autre client. Je voulais voir la réaction naturelle d'Elena sans interférence. Je me suis assise à la table réservée et j'ai attendu, me sentant comme une scientifique sur le point d'observer un spécimen fascinant dans son habitat naturel. Le restaurant était animé ce soir-là. Toutes les tables étaient pleines, l'énergie était électrique et mon équipe travaillait parfaitement. J'ai regardé d'autres convives apprécier les plats que j'avais créés et j'ai ressenti cette familiarité de fierté. C'était mon royaume, construit à partir de rien d'autre que du travail acharné et de la détermination. Elena est arrivée 20 minutes en retard, vêtue impeccablement d'un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Certaines choses ne changent jamais. Elena a été élégamment en retard depuis sa naissance, comme si le monde existait selon son emploi du temps personnel. Elle est entrée avec la confiance de quelqu'un à qui rien n'avait jamais été refusé dans sa vie. Désolée pour le retard, dit-elle sans vraiment avoir l'air désolée. La circulation était terrible. Cet endroit est plus chic que ce à quoi je m'attendais. Elle a regardé autour d'elle, évaluant l'environnement avec ce regard que je connaissais si bien, le regard de quelqu'un qui calcule mentalement le coût de chaque détail et se demande comment sa petite sœur pourrait se permettre de manger ici. Elle a étudié le menu avec l'intensité de quelqu'un qui passe un examen final. J'ai vu ses sourcils se lever devant les prix, je l'ai vu essayer de comprendre comment je pouvais bien me permettre cet endroit. L'ironie était délicieuse. Ma sœur était assise dans mon restaurant, se demandant si j'y avais ma place. Alors, comment se passe la vie à servir des tables, demanda-t-elle avec désinvolture en examinant le menu, sans même prendre la peine de me regarder dans les yeux. L'audace était à couper le souffle, vraiment. Nous étions là, assises dans l'un des restaurants les plus recherchés de Manhattan, et elle me voyait toujours comme la petite sœur qui ne pourrait jamais accomplir quoi que ce soit d'important. En fait, je n'ai pas servi de table depuis des années, ai-je répondu calmement. Je suis chef. Oh, tant mieux pour toi, dit-elle distraitement, toujours en train d'étudier les prix avec la fascination de quelqu'un qui découvre une nouvelle espèce. Ces prix sont assez élevés. Es-tu sûr de pouvoir te permettre cet endroit? J'ai failli éclater de rire. Presque. Mais j'avais attendu toute ma vie ce moment, et je n'allais pas le gâcher avec une satisfaction prématurée. Le scénario était trop parfait. Elena était sur le point d'avoir la surprise de sa vie. Je pense que je peux me débrouiller, dis-je en sirotant le vin que j'avais personnellement sélectionné pour notre table. Le même vin qui avait été présenté dans le magazine Wine Spectator le mois précédent, mais Elena n'avait pas besoin de le savoir tout de suite. Et c'était exactement comme je le savais. En arrivant, ma sœur a regardé l'environnement avec un air supérieur, s'est moquée des prix du menu et, avec un sourire en coin, a lancé « Ce restaurant est trop cher pour toi, tu ne penses pas ?» J'ai juste souri et j'ai continué à manger. Je ne voulais rien prouver.
Je voulais juste profiter de l'instant, car parfois le meilleur théâtre est celui où une seule personne sait qu'elle regarde une représentation. La soirée se déroula comme un chef-d'œuvre d'ironie dramatique. Chaque plat qui arriva à notre table était une de mes créations. Chaque profil de saveur était quelque chose que j'avais développé après d'innombrables heures d'expérimentation. Elena était littéralement en train de manger mon art tout en me disant simultanément que je n'accomplirais jamais rien. L'univers a le sens de l'humour, je lui accorderai cela. Pendant le dîner, Elena a parlé d'elle-même, de ses affaires, de ses amis, de ses chaussures. J'ai tout écouté avec la même patience de quelqu'un qui avait passé sa vie entière à être ignoré. C'était comme écouter un album de ses plus grands succès que j'avais entendu 1000 fois auparavant, tout sur les réalisations d'Elena, le succès d'Elena, la vie parfaite d'Elena. Tu sais, Clara, j'y ai pensé, dit-elle entre deux bouchées de mon amuse-bouche signature. Maman a dit que tu te débrouillais bien, mais honnêtement, tu as déjà 35 ans. Ne penses-tu pas qu'il est temps d'avoir une vraie carrière? Je peux te recommander pour un poste administratif à la banque. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est un début. La condescendance était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un de mes couteaux de qualité professionnelle. Chaque plat qui arrivait à notre table était une œuvre d'art. Les serveurs les servaient avec révérence, expliquant chaque élément avec précision. Elena écoutait à peine, concentrée sur son monologue à propos de sa vie parfaite. C'était comme regarder quelqu'un manquer un coucher de soleil parce qu'il était trop occupé à prendre des selfies. Cette présentation est incroyable, a-t-elle commenté en photographiant son plat principal pour Instagram. Celui qui a conçu ce menu est brillant. Les saveurs sont si complexes, si sophistiquées. Je n'ai jamais rien expérimenté de tel. Ces mots frappent différemment quand on sait qu'ils parlent de votre propre création. C'était comme être complimenté par quelqu'un qui portait un déguisement. J'ai souri intérieurement, ressentant une petite vague de satisfaction en entendant ces mots sincères. Les mêmes mains qu'elle pensait bonnes uniquement pour servir des tables avaient créé chaque bouchée dont elle faisait l'éloge. La même créativité qu'elle avait rejetée comme étant impraticable était le fondement de chaque plat qu'elle photographiait pour ses réseaux sociaux. Ce chef doit être un génie, a-t-elle commenté distraitement après avoir goûté le dessert. Je n'ai jamais rien mangé de pareil. La technique est impeccable. Les combinaisons de saveurs sont inspirées. Cette personne est un véritable artiste. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas sourire trop largement. Toute la soirée était surréaliste. Ma sœur était là, complètement inconsciente du fait qu'elle était assise dans mon restaurant, mangeait ma cuisine, était servie par mon personnel, tout en me disant que je devais remettre ma vie en ordre. L'ironie était si parfaite qu'elle semblait scénarisée. Mais le meilleur restait à venir. Le moment que je préparais depuis des années n'était qu'à quelques minutes. Je voyais le serveur s'approcher avec l'addition et je savais que tout était sur le point de changer. Pour ceux qui regardent encore, avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un de proche? Faites-le moi savoir dans les commentaires et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Quand Elena a demandé l'addition, assumant déjà que je ne pouvais pas payer, le serveur s'est approché et a dit tout naturellement, ne vous inquiétez pas. Le propriétaire s'est déjà occupé de tout comme toujours. Elena a froncé les sourcils. Le propriétaire? Quel propriétaire? Le serveur a souri et m'a désigné. Chef Clara, propriétaire d'essence. Sa fourchette est tombée par terre, littéralement. Le son a résonné à travers notre table tandis qu'Elena me fixait, sa bouche s'ouvrant et se refermant comme un poisson hors de l'eau. Son visage a traversé une série d'émotions en quelques secondes. Confusion, incrédulité, surprise, et enfin une compréhension stupéfaite. Le moment s'est étiré entre nous comme une corde tendue sur le point de rompre. J'ai vu le monde de ma sœur se réorganiser en temps réel. Toutes les suppositions qu'elle avait jamais faites à mon sujet, chaque commentaire méprisant, chaque fois qu'elle m'avait traité comme l'échec de la famille, tout s'est effondré en cet instant. Tu es propriétaire de cet endroit, a-t-elle demandé quand elle a finalement retrouvé sa voix, son ton mêlant l'incrédulité à quelque chose qui ressemblait au respect. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu Elena me regarder comme si j'étais une personne réelle plutôt qu'un meuble qui parlait occasionnellement. Oui, ai-je répondu simplement. Depuis presque 2 ans maintenant. Elena a regardé autour du restaurant avec de nouveaux yeux, observant le décor élégant, le personnel attentif, la clientèle sophistiquée. Elle voyait tout pour la première fois. Non pas en tant que cliente,
mais comme quelqu'un qui découvrait qu'elle était assise dans l'empire de sa sœur tout en la traitant comme une paysanne. Mais j'ai entendu des gens dire qu'il est difficile d'obtenir des réservations ici quand j'entrais ce soir. Ils disent qu'il y a une liste d'attente de plusieurs mois. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans sa tête comme une machine à sous qui décroche le gros lot. Quand j'ai appelé, ils ont dit qu'ils étaient complets, mais ensuite ils m'ont rappelé et ont dit qu'ils avaient trouvé une annulation. 3 mois, en fait, ai-je confirmé. Mais la famille est toujours prioritaire. Je l'ai dit avec le même ton désinvolte qu'elle avait utilisé pour rejeter toute mon existence pendant 3 décennies. Le jeu de rôle était délicieux. Elena semblait réellement stupéfaite, comme si quelqu'un venait de lui dire que la gravité fonctionnait à l'envers ou que le ciel était en fait vert. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit? Avec un doux sourire, j'ai répondu, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai dit que j'avais ouvert mon propre restaurant. J'ai mentionné des critiques, des interviews, mais personne n'a demandé de détails. La vérité est tombée entre nous comme une brique à travers une fenêtre, brisant des années de suppositions. Ce n'était pas un secret. Il n'y avait simplement personne qui voulait écouter. Pendant des années, j'avais parlé et ils avaient entendu du bruit de fond. Chaque appel téléphonique où je mentionnais mon travail, chaque fois que j'essayais de partager mes réalisations, chaque moment où je tentais de me connecter, tout était tombé dans l'oreille d'un sourd parce que ma famille avait déjà décidé qui j'étais et ce dont j'étais capable. Je dois appeler maman, dit Elena, toujours sous le choc, tâtonnant pour son téléphone avec des mains tremblantes. N'hésitez pas, répondis-je. Mais d'abord, aimeriez-vous que je vous montre la cuisine? La cuisine où la magie opère? Le royaume que personne n'a jamais su que je dirigeais. Vous semblez avoir vraiment apprécié la nourriture ce soir. J'adorerais vous montrer où tout se met en place. Après ce dîner, la dynamique familiale a commencé à changer. Elena a parlé de mon restaurant à mes parents et, soudain, tout le monde voulait en savoir plus sur ma vie. Mon père en particulier a commencé à m'appeler fréquemment, posant des questions sur le déroulement des affaires. C'est drôle comme le succès donne soudain aux gens des problèmes d'audition. Ils peuvent enfin vous entendre. Le changement fut immédiat et surréaliste. Dans les 24 heures suivant la visite d'Elena, mon téléphone bourdonnait de messages de membres de ma famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Les cousins voulaient savoir si je pouvais leur obtenir des réservations. Ma tante a partagé la page Instagram de mon restaurant avec tous ses amis. Ma mère s'est soudainement souvenue de chaque détail de nos conversations et voulait savoir pourquoi je n'avais pas été plus précise sur mes réalisations. Lors d'un de ces appels, mon père a enfin abordé le sujet délicat. Sa voix était différente, plus douce, plus prudente que je ne l'avais jamais entendue. Clara, ma chérie, nous y avons pensé. Nous aimerions visiter ton restaurant. Est-ce vraiment aussi difficile d'obtenir une réservation qu'Elena l'a dit? Sa voix avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant quand il me parlait. Du respect mêlé d'une bonne dose de regret. Normalement, oui, répondis-je. Mais je peux vous organiser une table quand vous voulez venir. Parce que c'est ce que font les propriétaires. Ils organisent les choses. Ils rendent les choses impossibles possibles. Ce serait merveilleux, dit-il. Et je pouvais entendre quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant quand il me parlait. De la fierté. Une fierté réelle et sincère. Il a fallu 35 ans et une liste d'attente de 3 mois pour qu'il la découvre. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email du magazine Food & Wine m'informant que j'avais été sélectionné comme chef de l'année. Lorsque la journaliste m'a appelé pour l'interview, elle m'a interrogé sur mon parcours, sur les obstacles que j'avais surmontés, sur ce que le succès signifiait pour moi. Vos parents doivent être très fiers, a-t-elle commenté nonchalamment, supposant ce que toute personne normale supposerait d'une famille dont la fille avait atteint ce niveau de succès. J'ai hésité avant de répondre. Réfléchissant à la manière de formuler cela diplomatiquement, il commence à connaître mon travail maintenant. Que voulez-vous dire? Vous êtes l'une des chefs les plus célèbres de New York. La journaliste semblait réellement confuse, comme si elle ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait ignorer une réussite aussi évidente. J'ai souri en moi-même, choisissant mes mots avec soin. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les dernières à nous voir clairement. C'était comme être célèbre partout sauf dans sa propre ville natale, sauf que la ville natale était la table du dîner de ma famille. La journaliste resta silencieuse un instant, traitant ce que j'avais dit.
Puis elle répondit, c'est une très belle façon de le dire. Cela vous dérange si je vous cite? Allez-y, dis-je. Parfois, la vérité fait les meilleurs titres. Cette citation a fini par être la citation d'accroche de tout l'article. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les dernières à nous voir clairement. Chef Clara Bennett. Cela faisait du bien que mes mots aient de l'importance pour quelqu'un, que ma perspective soit valorisée et partagée avec le monde. L'article est paru un mois plus tard, avec une photo pleine page de moi dans ma cuisine, entouré des plats qui m'avaient rendu célèbre. Mon téléphone a explosé de félicitations de collègues, de clients et de professionnels de l'industrie alimentaire. Mais l'appel qui m'a le plus surprise est venu de ma mère. Nous avons vu l'article, dit-elle doucement. Nous n'avions aucune idée. Nous sommes tellement désolés, Clara. Nous sommes si fiers de toi. Un mois plus tard, mes parents sont venus à New York pour dîner dans mon restaurant pour la première fois. J'ai préparé un menu spécial avec des plats qui racontaient l'histoire de notre famille, y compris un dessert inspiré du seul gâteau d'anniversaire fait maison que ma mère m'avait fait quand j'avais 8 ans. Car si vous voulez raconter une histoire à travers la nourriture, autant la rendre personnelle. Le jour de leur arrivée, j'étais nerveuse comme je ne l'avais pas été depuis la soirée d'ouverture. Il ne s'agissait pas seulement d'impressionner les critiques gastronomiques ou les professionnels de l'industrie. Il s'agissait de montrer à ma famille qui j'étais vraiment, qui j'étais devenu, malgré leur manque de soutien. Je voulais qu'ils comprennent non seulement ce que j'avais accompli, mais aussi comment je l'avais accompli. Ils sont arrivés ponctuellement, visiblement nerveux et dépaysés dans cet environnement sophistiqué. Elena et son mari sont également venus, plus à l'aise, mais toujours en train de digérer le changement dans la dynamique familiale. Observer mes parents évoluer dans mon monde, c'était comme regarder des touristes dans un pays étranger dont ils ne parlaient pas la langue. Ma mère portait sa plus belle robe, celle qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Mon père avait mis une cravate, ce qu'il faisait rarement en dehors du travail. Ils ont regardé autour d'eux avec des yeux écarquillés, admirant le décor élégant, le personnel professionnel, l'aura indéniable de succès qui imprégnait chaque recoin de mon restaurant. Cet endroit est impressionnant, a dit mon père, regardant autour de lui avec une expression mêlant surprise et une pointe de regret. On pouvait presque le voir recalculer 30 ans de suppositions sur sa fille cadette. Je leur ai montré la cuisine, les récompenses, les critiques encadrées. Ma mère m'a touché le bras plusieurs fois comme si elle avait besoin de confirmer que j'étais réel, que ce succès était réel. C'était comme si elle me rencontrait pour la première fois, me voyant comme une personne réelle plutôt que la fille décevante qui n'avait jamais été à la hauteur de son potentiel. Pourquoi n'as-tu jamais insisté pour nous le dire, a-t-elle demandé pendant le dîner, l'air sincèrement confuse, comme si le problème avait été mes compétences en communication plutôt que leurs compétences d'écoute. Je vous l'ai dit, ai-je répondu simplement. Les rares fois où vous avez appelé, j'ai mentionné que je travaillais dans un restaurant. Vous avez juste supposé que je servais des tables. La vérité était douce mais indéniable. La compréhension a traversé leur visage lentement. Ce ne fut pas un moment de transformation instantanée, mais le début d'un processus. J'ai vu mon père déglutir difficilement, mal à l'aise avec la vérité qui se révélait comme une photographie se développant au ralenti. Clara, comment as-tu réalisé tout cela, a-t-il demandé finalement, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Et puis je leur ai raconté. Je leur ai parlé des nuits blanches à étudier après des doubles services. Du chef Marcus qui m'a pris sous son aile quand personne d'autre ne le ferait. D'avoir économisé chaque sou pour investir dans mon rêve. Des critiques qui ne connaissaient pas l'histoire de ma famille mais reconnaissaient mon talent. Je l'ai raconté sans drame. Sans victimisation, juste des faits. Parce que les faits étaient suffisamment dramatiques en eux-mêmes. Tu dois nous haïr, a chuchoté ma mère à un moment donné, ses yeux brillants de larmes contenues. Non, ai-je répondu honnêtement. J'ai beaucoup appris de vous. J'ai appris que personne ne se battrait pour moi si je ne me battais pas la première. J'ai appris que ma valeur ne dépendait de la validation de personne et je le pensais. Leur négligence avait été la meilleure enseignante que je n'aurais jamais voulu. Pendant le dessert, j'ai remarqué que mon père avait à peine touché son plat. Ses yeux étaient humides, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Je pense que nous te devons des excuses, Clara, dit-il finalement, la voix étranglée. Nous avons toujours supposé que... C'est bon, l'interrompis-je doucement. Ce qui compte, c'est que nous soyons ici maintenant. Parce que garder rancune, c'est comme porter des pierres dans son sac à dos.
Cela ne fait que vous alourdir. Elena m'a souri avec un mélange d'admiration et de nouvelle compréhension. Ton restaurant est incroyable, Clara. Et tu es incroyable d'avoir réalisé tout cela. Je ne l'ai pas fait seul, répondis-je en levant mon verre. J'ai eu d'excellents mentors en chemin qui ont cru en moi quand j'en avais le plus besoin. Je pensais au chef Marcus, qui m'avait appelé la veille pour me féliciter pour l'article de Food & Wine. Dans les mois qui suivirent, notre relation commença à changer progressivement. Ce ne fut pas une transformation magique. Des années de schéma ne changent pas du jour au lendemain. Mais il y avait un nouveau respect, une nouvelle volonté d'écouter, de voir qui j'étais vraiment. Le progrès, pas la perfection. Lors d'une visite ultérieure, ma nièce de 8 ans est venue me voir dans la cuisine du restaurant et a demandé, « Tante Clara, comment sais-tu faire d'aussi délicieux plats ?» J'ai regardé Elena, qui m'a souri avec un nouveau regard d'admiration, et j'ai répondu à la petite, « Tu sais quand tu dessines quelque chose et que tu te sens vraiment fier. La cuisine est mon dessin. Je m'entraîne tous les jours, même quand c'est difficile, et chaque jour ça s'améliore de plus en plus. Et j'ai réalisé que j'avais accompli quelque chose de bien plus précieux que la reconnaissance ou la vengeance. J'avais réussi à grandir sans devenir amer, à construire sans détruire. Et finalement, j'avais commencé à gagner quelque chose que l'argent ne peut acheter, une famille qui apprenait à me voir. Alors, mes chers spectateurs, c'est la fin de mon histoire. Rappelez-vous que parfois la plus grande revanche est simplement de devenir tout ce qu'il disait que vous ne pouviez pas être. La vie a une drôle de façon de rendre justice à la bonne température.